Bienvenue sur France 24, c'est l'heure, comme chaque vendredi à 19h10, heure de Paris, d'une semaine dans le monde, l'actualité internationale vue par nos éditorialistes. Avec à mes côtés aujourd'hui Sarah Daniel, grand reporter éditorialiste à l'Obs. Merci d'être avec nous Sarah. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La putain du califat. C'est paru aux éditions Grasset. C'est le témoignage d'une jeune fille devenue esclave sexuelle du groupe État islamique. Oui, c'est ça. J'ai pendant 3 ans enquêté sur cette jeune femme qui a été prisonnière de Mossoul à Raqqa et qui a fini par s'en sortir et qui 13 geôliers successifs. 13 geôliers successifs et d'autres personnes entrent et en fait, oui, tout son calvaire dessine un peu les contours de l'État islamique et raconte en creux l'histoire de l'Irak en guerre depuis des décennies. La putain du califat, donc, c'est paru chez Grasset. Également avec nous aujourd'hui, Ziad Limam. Bonjour Ziad. Bonjour. Directeur du mensuel Afrique Magazine, avec ce numéro de février et en une, la star de la chanson française, mais pas seulement, Aya Nakamura. Aya Nakamura, phénomène global, donc phénomène sociétal. On s'est plus intéressé au portrait et au phénomène sociétal qu'à l'aspect people, mais ce qui est assez incroyable, c'est l'émergence de ces cultures urbaines sur la scène mondiale. C'est-à-dire ça dépasse Paris, ça va en Hollande, ça va aux Pays-Bas, ça va en Allemagne, ça retourne en Afrique dans un débat passionné sur la langue, la musique, l'authenticité, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Aya Nakamura en une parce que née à Bamako, au Mali. Oui. Également avec nous, Alain de Chalvron, grand reporter, ancien grand reporter, enfin toujours grand reporter d'ailleurs, à France Télévisions, toujours journaliste. Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Bonjour. Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure. Bonsoir à tous. Et cette semaine, l'Amérique signe son retour dans le concert des nations occidentales. Tournez la page de Donald Trump, de l'America First. Joe Biden se concerte avec ses alliés, coup sur coup sur le dossier nucléaire iranien. La réponse mondiale au coronavirus et l'attitude à adopter face à la Chine. Washington ne fait plus cavalier seul, du moins en apparence. Écoutez. America is back. I speak today as President of the United States at the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world. America is back. The Transatlantic Alliance is back. The Transatlantic Alliance is a strong foundation, the strong foundation on which our collective security and our shared prosperity are built. The partnership between Europe and the United States, in my view, is and must remain the cornerstone of all that we hope to accomplish in the 21st century. Sarah Daniel, on sent chez Joe Biden la volonté de donner des gages à ses alliés européens qui ont été quand même battus froid pendant 4 ans par Donald Trump. Oui, on ne va pas bouder dans son plaisir. C'est quand même tellement agréable d'entendre un autre ton, d'entendre quelqu'un qui dépasse cette période Trump qui a mis à mal tellement les relations internationales avec ce bilatéralisme comme ça de négociation qui se faisait toujours au détriment des grands organismes. Donc voilà, est-ce que fondamentalement après ça va changer complètement l'attitude des États-Unis qui étaient déjà un peu dans un désengagement, c'est pas sûr. Mais en tout cas, le ton est quand même très important. C'est une autre Amérique et plutôt l'Amérique agréable qu'on aime. On aurait tort, pour autant, Alain de Chalvron, de croire que d'un coup, l'ensemble des problèmes du monde surgis sous Donald Trump vont rentrer dans l'ordre comme par magie. Non, certainement pas. Mais ce qui est quand même très frappant, ça fait maintenant un mois quasiment, pas tout à fait encore, pas tout à fait un mois que Biden est au pouvoir. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a oublié Trump. On a mis toute cette période, ces 4 ans, entre parenthèses, sur beaucoup de dossiers, sur le Covid, naturellement, d'abord, sur le climat, sur les relations transatlantiques et peut-être sur l'Iran. Donc c'est un changement radical, si vous voulez. C'est vraiment comme si ça n'avait pas existé, finalement, ces années de Trump. Alors ça ne veut pas dire, comme vous le dites tous très justement, que tout va rentrer dans l'ordre, qu'on va revivre, on va se remettre en 2016, pardon. Non, certainement pas. Mais ça veut dire qu'on va reprendre un dialogue, qu'on va refaire de la diplomatie. Alors certainement sur des domaines, ça ne changera pas radicalement, par exemple sur la Chine, mais je pense que par exemple sur la Chine, on est de fait quand même dans une confrontation. On était à l'époque de Trump, je ne pense pas que ça va changer, mais ce qui change, c'est que Biden veut l'Europe avec lui dans cette lutte contre la Chine.
Illustration de ce changement de ton sur la Russie avec une prise de distance très nette. Écoutez Joe Biden. Poutine cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance au sein de l'OTAN. Il veut saper notre unité transatlantique. Parce qu'il est tellement plus simple pour le Kremlin de brutaliser et de menacer des États seuls plutôt que de négocier avec notre grande et forte communauté transatlantique. C'est pourquoi se battre pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine demeure un enjeu vital pour l'Europe et les États-Unis. C'est pourquoi répondre aux attaques informatiques incessantes des hackers russes en Europe, aux États-Unis et dans le monde est devenu crucial pour protéger notre sécurité à tous. La fin de l'indulgence, pour ne pas dire plus, Ziad Limam, dont faisait preuve Donald Trump envers le pouvoir russe, ça conforte les intérêts des Européens. Je pense que tout le monde est un peu presque déstabilisé par cette espèce de virage à 90 degrés sur des pans entiers de la politique extérieure américaine. Après, je ne suis pas sûr que ce retour à l'Europe ne soit pétri que de grands sentiments et de bonnes intentions. Il y a aussi le fait que le pivot asiatique est rendu très complexe par la compétition avec la Chine, qu'on ne veut surtout pas que les Européens commencent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire négocier pour du commerce et du business, etc., et s'éloigner. Donc c'est aussi je veux dire, il y a un côté retour au bercail que moi, en tant qu'Européen, j'aimerais bien avoir un petit peu de marge de manœuvre et qu'on ne passe pas d'un extrême à l'autre. Ce que disait Emmanuel Macron en revendiquant l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, bon, ça aussi c'est un vieux serpent de mer européen, mais disons que c'est important de ne pas prendre les Américains pour argent comptant. Mais quand même, je trouve que sur le ton et sur la manière de parler, il y a des choses extrêmement importantes. La manière de parler à la Russie, la manière de parler à l'Arabie Saoudite, c'est stupéfiant. Je crois que la cour royale d'Arabie Saoudite est stupéfaite d'avoir ce genre de discours qui viennent. Il y a le fameux rapport de la CIA dont on attend peut-être qu'il soit pas publié sur l'affaire Khashoggi. Je veux dire, il y a un retour à quelque chose quand même. On sent chez ce monsieur un certain nombre de valeurs. Peut-être aussi le fait qu'il n'a qu'un seul mandat, probablement, et ça lui donne une liberté d'action et de ton. C'est même pas les années Obama, on est un peu avant. Alors, est-ce que c'est un retour c'est le fameux film Retour vers le futur ou le futur dans le passé? Mais on sent un monsieur, franchement, qui n'a pas beaucoup d'entraves dans son discours, dans ses décisions, et qui est assez relax pour dire les yeux dans les yeux, je ne suis pas d'accord. C'est votre sentiment aussi, Sarah Daniel. Sur l'Iran, on l'a vu hier, par exemple, Washington qui accepte l'offre de service des Européens pour reprendre des négociations directes entre les États-Unis et Téhéran. Vous vous attendiez à ce que Washington réponde finalement aussi rapidement à ces pressions européennes pour revenir à l'accord de 2015 ? Pour tout vous dire, non. Et je trouve que le ton Biden est important, en tout cas maintenant, sur 2 points. En effet, c'est sur l'OTAN et sur l'Iran. Sur l'Iran, les Iraniens ont l'air assez unis, que ce soit des conservateurs ou modérés, pour vouloir augmenter leur marge de manœuvre. Et donc, ils ont commencé un peu à hausser le ton. Et là, Biden a été d'un doigté incroyable. Je veux dire, il faut négocier là maintenant pour se remettre dans l'accord nucléaire. Vraiment que tous les deux, presque de manière très très graduée et très très subtile, fassent les mouvements en même temps. Et là, on s'aperçoit de ça. C'est-à-dire que Biden, aussitôt, a dit qu'il assouplissait un petit peu le deal sur le pétrole. Voilà, il est en train de desserrer un peu la situation économique qui est terrible. Qui est terrible en Iran, et on va voir si l'Iran réautorise les inspections de l'AIEA. Mais voilà, on a l'impression qu'ils vont vraiment naviguer de concert et que les tensions seront plus formelles que finalement réelles. Dans ces conditions, Alain de Chalvron, les Iraniens auraient tort de mettre leurs menaces à exécution et de restreindre l'accès à leur site nucléaire aux inspecteurs de l'AIEA ? Tout à fait. Ils auraient tort dans ce domaine-là et dans d'autres pas qu'ils ont fait pour s'éloigner de l'accord de 2015. Je crains en vérité un petit peu que les Iraniens ne prennent les différents gestes de Biden à leur égard comme des gestes de faiblesse. Il ne faudrait pas qu'ils se croient dans une position de force. Effectivement, ils ont une nouvelle administration qui certainement veut revenir à l'accord nucléaire de 2015. D'ailleurs, elle a nommé quelqu'un pour cela, qui est un diplomate formidable, Rob Malley d'ailleurs, qui est franco-américain en réalité, et qui se jettera à corps perdu dans cette... Mais ils ne sont pas en position de force, je parle des Iraniens.
ils ne sont pas en position de force, c'est eux qui souffrent, leur peuple souffre terriblement de ces sanctions. Les Américains, vous savez, il y a un accord avec l'Iran ou il n'y a pas d'accord, ça ne changera pas leur vie. Donc qu'ils soient souples, c'est le conseil que je pourrais leur donner, qu'ils sachent répondre aux gestes de Biden par des gestes de leur propre côté, et peut-être avancerons-nous, mais pas dans une partie de bras de fer. On va voir justement la déclaration aujourd'hui de Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. Téhéran annulera immédiatement ses mesures de rétorsion si les États-Unis lèvent sans condition et dans les actes toutes les sanctions imposées, réimposées ou rebaptisées par Trump. Voilà ce qu'il a tweeté, le ministre iranien des Affaires étrangères. Vous allez même, vous y voyez quoi? Une ouverture iranienne ou au contraire une espèce de maximalisme dans les exigences envers Washington? Moi, je pense pas. Je pense que les bases de la négociation sont posées sur la table. Les Iraniens disent on veut bien revenir à la situation hantée, mais vous revenez à la situation hantée. Et en particulier, de 2016. C'est-à-dire à l'accord, Obama. et vous sortez en particulier des sanctions Trump qui sont vécues comme humiliantes, désastreuses sur le plan humain, que ce soit le pétrole, mais aussi les opérations bancaires qui font que l'Iran ne peut pas acheter aujourd'hui des vaccins ou ne peut pas acheter du matériel médical, ou etc. Donc il demande ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le dossier nucléaire en Iran, c'est devenu l'espèce de Graal autour duquel la vie politique s'organise. C'est-à-dire si les conservateurs lâchent sur ce qui est perçu comme le totem de cette espèce de... sur lequel d'ailleurs l'opinion publique iranienne est relativement, cohérente, c'est-à-dire cette espèce d'indépendance stratégique dans un univers où ils se sentent encerclés par les Américains, par les Saoudiens, etc. Ils sont obligés d'avoir quelque chose. Et les Américains sont obligés de lâcher quelque chose sans non plus se mettre à dos leur propre opinion publique qui est violemment anti-iranienne depuis des années, etc. Donc c'est un jeu d'équilibre. Moi, je trouve que Sarah a trouvé le bon mot, c'est graduel. Et leur intérêt à tous les deux, c'est de sortir de cette impasse. Après va se poser la grande question, parce que revenir au JCPOA, c'est pas si complexe que ça. La grande question, c'est les missiles balistiques non nucléaires que les Américains et les Français voudraient réintégrer dans la discussion. Donc on revient à la base. Qu'est-ce qu'on fait de l'Iran? Une demande exorbitante, d'après vous? Qu'est-ce qu'on fait de l'Iran comme puissance militaire? C'est là où, à mon avis, il y a encore du jeu. C'est des très grands négociateurs, hein, les Iraniens. Et ils ne peuvent pas lâcher tout de suite parce que l'Amérique essaye aussi ils leur adressent aussi des demandes sur leur rôle dans la région, sur leur rôle de puissance. Et donc, s'ils veulent desserrer un peu ces demandes et avoir du lest, ils sont obligés aussi de faire un petit peu de surenchère. Donc on va assister quand même à un jeu de va-et-vient et ça ne va pas être tout d'un coup l'entente merveilleuse et cordiale. Ça va être un peu de jeu diplomatique. Alain de Chalvron, Joe Biden qui attend près d'un mois après son entrée en fonction pour appeler Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Vous l'interprétez comme une prise de distance à l'égard d'Israël? Oui, et un petit geste aussi à l'égard de l'Iran, sans doute. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de gestes un peu désagréables pour les Saoudiens qui doivent se demander où ils vont maintenant eux-mêmes. Et puis sur le Yémen également. Il y a donc autour de l'Iran, si vous voulez, de la part des États-Unis, un certain nombre de gestes qui ne sont pas que des gestes sur l'accord nucléaire, mais qui doivent s'intégrer dans l'environnement du Moyen-Orient. Oui, je pense que d'avoir attendu un mois pour appeler Benyamin Netanyahou, c'est très significatif. Il faut dire aussi que Benyamin Netanyahou a été au-delà de tout avec Trump, et donc il y a forcément besoin de se démarquer. Il a fait campagne. Oui. Netanyahou a fait campagne pour Trump, donc c'est difficile d'arriver... Oui, ça, Biden, c'est la plus mauvaise nouvelle pour Netanyahou qu'il faut. Un mot avant de passer au dessin de presse, si vous le voulez bien, Alain, sur une région que vous connaissez bien, c'est l'Asie. Les Américains ont annoncé hier des discussions avec l'Australie, l'Inde et le Japon pour renouveler cette alliance stratégique baptisée le Quad. C'est une pierre dans le jardin de la Chine. Qu'a en tête, d'après vous, Joe Biden? Écoutez, on a beaucoup dit que dans le bilan de Trump, il y a une seule chose qu'il fallait garder, c'est la Chine. Effectivement, il a noué avec la Chine un rapport de force qui devait arriver un jour ou l'autre. Mais il a fait ça n'importe comment. Il a fait ça par des sanctions commerciales, des droits de douane, etc. Et il a laissé passer l'essentiel. Ce que Obama avait fait, qui était le geste à l'égard de la Chine qui comptait, c'est-à-dire organiser une coalition
contre la Chine. Il avait organisé un traité transpacifique qui excluait la Chine. Trump, dans son délire anti-multilatéralisme, l'a sabordé. Et qu'est-ce que les Chinois ont fait? Eh bien, ils ont fait le même traité, mais dans lequel ils sont. On passe sans plus tarder au dessin de presse. Avec vous, Laure Simoes. Oui, alors un premier dessin du dessinateur italien Del Rosso. On est content, hein, Sarah le disait tout à l'heure, de retrouver quand même le camarade américain autour de la table après les dégâts de Trump sur le multilatéralisme. Cette poignée de main, elle en témoigne, mais n'empêche que ça craque un peu. Hein. On voit le cric-crac, welcome back, mais ça craque un peu. C'est pas aussi fort que on se souvient la fameuse poignée de main de Trump. Il y a quand même toujours un petit côté, c'est qui le patron avec les Américains, hein, quand Biden déclarait, je crois que c'était en novembre dernier, que les États-Unis sont prêts à guider le monde. Bon, voilà, c'est toujours les États-Unis, mais enfin, ça passe beaucoup mieux. Et puis alors, c'est difficile d'avoir des dessins sur des déclarations et des réunions qui ont lieu en ce moment et qui auront lieu aussi ce week-end. Donc, un aspect aussi qui a été au cœur de cette conférence de Munich et de ce G7, c'est le casse-tête mondial de la stratégie de vaccination. Et on a là un dessin d'un autre Italien, Marco De Angelis, qui montre le sac de nœuds. Hein, l'image, elle est bien trouvée, bien difficile à démêler et qui a de quoi inquiéter, puisqu'on a un troisième dessin du dessinateur mexicain Rodriguez, un dessin assez poignant, comme Rodriguez sait souvent les faire, sur les inégalités croissantes face à l'accès au vaccin. Certains s'inquiètent de voir les pays pauvres oubliés, prônent une meilleure coordination, hein, c'est notamment l'objectif du dispositif COVAX mis en place par l'ONU. D'autres s'élèvent pour réclamer que les vaccins deviennent des biens publics mondiaux. Bref, donc pour terminer avec ce dernier dessin de Tjeerd Royaerts, dessinateur des Pays-Bas, un dessin efficace. Voilà ce qui arrive quand on agit en ordre dispersé, quand on la joue chacun pour soi. On devient vulnérable et c'est le virus qui gagne. Et j'ai bien aimé cette phrase des dirigeants de l'OMS et de l'UNICEF dans une déclaration conjointe. Dans la course au vaccin contre la Covid-19, gagner ou perdre, ce sera ensemble, ont-ils dit. Voilà, je vous fais un petit peu un pas de côté, parce que, encore une fois, les dessins ne nous sont pas arrivés, je vous les promets pour la semaine prochaine, mais ça vous donne une transition pour peut-être le thème d'après. Ben oui, le vaccin, on va en parler dans un instant, justement avec les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, et puis on reviendra aussi sur cette semaine, hein, avec les différentes annonces autour du coronavirus. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour la deuxième partie d'une semaine dans le monde. Retour à une semaine dans le monde, l'actualité internationale vue par nos éditorialistes, avec à mes côtés aujourd'hui Sarah Daniel de l'Obs, avec également Ziad Limam d'Afrique Magazine, Alain de Chalvron est aussi avec nous de France Télévisions et Laure Simoes de Cartooning for Peace. On évoquait le G7 et la conférence sur la sécurité de Munich, l'occasion de voir les premiers pas de Joe Biden en politique internationale. Et bien durant ce G7, il a aussi, surtout même été question du coronavirus, comment développer une stratégie concertée à l'échelle mondiale, à commencer par les puissances occidentales plus le Japon. Ainsi, Washington promet 4 milliards de dollars pour COVAX, cette initiative de l'OMS qui vise à garantir l'accès aux vaccins pour les pays en développement. L'Union européenne, elle double sa contribution à 1 milliard d'euros. Et puis surtout, Emmanuel Macron appelle à donner 13 millions de doses de vaccins à l'Afrique et ses soignants. Écoutez-le. Le continent africain a 6,5 millions de soignants. Il faut 13 millions de doses de vaccins pour les protéger, permettre au système de soins de résister. Si nous, Européens, Américains, nous savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut énormément. Ça vaut notre crédibilité. Ça représente 0,43% des doses que nous avons commandées. Si nous savons faire ça, alors l'Ouest aura une présence et sera considéré en Afrique. Si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, nos amis africains auront, sous la pression de leur population, et à juste titre, acheté des doses aux Chinois, aux Russes ou directement à d'autres laboratoires. Une multiplication d'annonces, Ziad Limam, à destination de l'Afrique et des pays en développement. C'est la mauvaise conscience qui parle, où là, on a vraiment à la fois une stratégie efficace, généreuse, mais aussi, on l'imagine bien sûr, intéressée d'une certaine manière pour les Occidentaux face à l'influence russe et chinoise. Ouais, moi je trouve que c'est le bazar.
Je trouve que tout ça, c'est le bazar parce que d'abord, on parle bon, effectivement, si on a 13 millions de doses, très bien, on va pouvoir vacciner, mais je ne sais pas par quelle logistique, par quel hôpital sera en premier, quel autre hôpital, quel pays. Il y a des problèmes en amont de ça, qui sont d'abord le fait que le poids de l'argent joue en faveur des pays du G7, ça c'est clair, qu'ils ont une pression politique absolument invraisemblable dans leurs propres frontières pour vacciner les gens. La deuxième chose, c'est que on est dans un système purement capitaliste, alors qu'il faudrait, je suis pas un grand gauchiste, mais il faudrait sortir de cette logique purement capitaliste qui consiste à financer des laboratoires qui ont des actionnaires et qui vont beaucoup s'enrichir sur cette histoire, sortir de cette logique pour aller vers quelque chose d'une production de masse. C'est le rôle de COVAX, a priori. Non, COVAX achète des vaccins qui sont subventionnés par des chèques américains ou des chèques. Moi, je ne suis pas dans ce discours-là. Moi, je dis il faut sortir des patentes, des licences, des brevets. Il faut sortir des brevets, il faut faire fabriquer ce vaccin à haute dose. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des Chinois et des Russes, de la diplomatie. Si on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, il faut que les vaccins euro-américains soient produits à très haute dose et qu'on se mette d'accord avec des gens en Afrique, qu'on se mette d'accord avec des gens en Amérique du Sud, qu'on se mette d'accord. Il n'y a pas que... Il y a l'Indonésie, il y a les Philippines, enfin, il y a des pays géants. C'est pas la mort de la recherche, ça, c'est ce que disent toujours les laboratoires, pour dire s'il n'y a pas de brevet, mais il n'y a pas de recherche. Ils ont été financés, ils ont eu chacun 10, 15, 20, 30 milliards. Trump, un des trucs qu'il a fait, c'est le Warp Speed, il a signé des chèques comme si la flotte descendait de la rivière. Donc, je pense que c'est un vrai débat. Et que l'attitude aussi du G7, j'ai trouvé l'expression de Macron, l'Ouest, c'est d'un seul coup, on est revenu en 1980, mais je pense aussi que c'est une attitude qui est marquée par ces comportements un peu, voilà, les Chinois, les Russes, nous, etc. Et le dernier point, c'est la santé. Parce que les variants, pour le moment, on les contrôle à peu près parce qu'ils sont en Angleterre, mais dès qu'on a un variant qui sort du cadre, comme en Afrique du Sud ou peut-être ailleurs, on voit bien que la course de vitesse, c'est qu'on ne peut pas vacciner un tiers de l'humanité et ne pas vacciner les 2 tiers de l'humanité, sinon on sera constamment au danger de variants émergents dans des zones endémiques, c'est-à-dire dans des zones où le Covid deviendra une maladie endémique comme le paludisme ou comme une autre. Et donc là, il y a vraiment un besoin justement qu'on ait des stratégies de vaccination de masse. Et je trouve qu'il y a quelque chose, je l'ai dit la semaine dernière, je trouve qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant de rentrer dans ce débat, c'est-à-dire de sortir du cadre purement Pfizer a fait, Moderna a fait, Johnson a fait, j'en ai acheté 100, j'en ai acheté 50. Non, allons-y. On peut envisager ça, Alain de Chalvron. Est-ce que les pays, alors on voit la tribune là, du G7, vous estimez vous aussi qu'elle n'est pas vraiment à la hauteur de l'enjeu? Est-ce que là, l'OMS n'a pas une fois de plus failli d'une certaine manière dans l'impossibilité finalement de définir une stratégie globale? C'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Hein. Ah oui, ça... Franchement. Non, parce que tout ça se heurte quand même à un problème de production. C'est tout simple. C'est le problème auquel nous, en France, on est confrontés. C'est-à-dire que les usines ne produisent pas comme ça des vaccins par magie, si vous voulez. Donc c'est vrai. C'est absolument nécessaire que les pays du tiers-monde et tous les pays du monde, d'ailleurs pas seulement du tiers-monde, mais tous les pays du monde puissent être vaccinés. C'est le seul moyen d'éviter que la pandémie se développe encore. Donc c'est absolument nécessaire. Il faut faire passer cette idée dans l'opinion publique. Hein. Ça ne va pas être si facile parce que les gens vont dire ah bah, pourquoi nous, on aurait le vaccin après les Africains, c'est pas normal. Bon, voilà. Donc il faut convaincre l'opinion publique de ça, mais il faut ensuite produire le vaccin. Alors vous dites oui, est-ce que c'est pas à la hauteur? Non, c'est pas à la hauteur, oui, mais les fabriques de vaccins sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous voulez? Sarah Daniel, on ne peut pas faire grand-chose finalement quand les labos eux-mêmes ont du mal à approvisionner les États. C'est vrai qu'on voit des ruptures d'approvisionnement dans l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Bah oui, c'est une déclaration à la fois sympathique, à la fois nécessaire, parce qu'en effet, on s'en sortira, on le voit bien collectivement. Enfin, c'est toute la Terre qui s'en sort ou c'est personne. Mais là, je veux dire, c'est un peu aussi vain comme déclaration, parce qu'on n'arrive même pas à vacciner. Encore, on en a combien, là, en France? On en est à 3 millions et pas... Les Britanniques parlent de, effectivement, donner aux pays en développement l'excès de doses. Mais est-ce qu'il y a un excès de doses en Europe? Non, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'excès de doses, non. Bah, Et puis on ne sait pas, en plus, il va y avoir le problème, maintenant il commence à se poser la question des variants. Est-ce que les vaccins sont résistants à certains variants? Est-ce que les vaccins entre eux sont égaux? Alors est-ce qu'il y aura des vaccins pour le tiers-monde? En plus, la déclaration d'Emmanuel Macron, elle est un petit peu
contradictoire parce que à la fois il veut vacciner dans un geste de solidarité nécessaire tout le monde et puis en même temps il dit oui parce qu'il faudrait pas que ça soit les Russes et les Chinois qui vaccinent par exemple l'Afrique. Donc il y a une sorte c'est de pas du bon sens. c'est- Il y a c'est une sorte quand même une diplomatie vaccinale. ouais, une aussi. diplomatie, presque une colonisation vaccinale. Voilà, donc c'est un petit peu Est-ce contradictoire. que c'est pas reconnaître l'évidence d'une certaine manière? Et en plus, c'est reconnaître. Non, mais la l'évidence, parce que- stratégie de pays comme la Chine et la Russie qui évidemment déploient le vaccin comme aussi un outil d'influence. Ah oui, Yasmine. donc on n'est pas en train de déclarer que voilà, on va mettre en commun tous les biens toute la recherche des laboratoires pour faire ça. On va dire qu'il faut faire avancer justement ces pions par rapport à la Chine et la Russie. Non, mais c'est pour ça, il y avait un dessin tout à l'heure avec les petits Legos et chacun jouant sa carte, etc. Moi, ce qui me désespère dans ce débat, c'est qu'on en est là à dire les Chinois vont faire, les Russes vont faire, nous, on n'a pas d'usine. Enfin, on n'a pas d'usine, on a découvert qu'en France, on pouvait produire du Pfizer et du Moderna à condition de régler le problème juridique, capitalistique. Mais ça y est, il y a des usines en France qui se mettent à produire sous... Donc, c'est Non, jouable. mais Emmanuel Macron, il plaide pas pour la paroisse française vu qu'il n'y a pas de vaccin français. Donc quand il dit il faut développer un vaccin, il faut en tout cas vacciner l'Afrique, c'est pas dans les intérêts de l'industrie française qu'il le fait. Mais ça dépend. Si vous avez des usines françaises qui produisent des vaccins qui ont été inventés par d'autres, parce que nous, on sait faire, on sait les mettre dans les petits tubes, on sait faire ces trucs-là, on a des tas d'usines pour faire ça, mais on n'a pas les licences. Donc, il faut attendre que ça sorte. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et je suis d'accord, hein, tout à l'heure, j'étais un petit peu, je suis parti un petit peu dans la naïveté, mais je pense que c'est un discours qui doit être répété parce que les gens s'habituent à ce côté, chacun son vaccin, chacun sa maison. J'aurai mon Moderna. Est-ce que vous disiez aussi sur le fait qu'on commence à avoir des trafics pour des gens qui veulent avoir du Moderna et du Pfizer et pas du AstraZeneca, etc. Donc, tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est l'ancien monde vraiment, et un ancien monde qui est sévèrement menacé par une pandémie. L'Allemagne qui restreint l'accès, en tout cas le passage à sa frontière avec le Tyrol autrichien et la République tchèque, c'est l'ancien monde, Alain de Chalmont, où vous comprenez que, bien face à la crainte de voir à nouveau une flambée des cas avec ces nouveaux variants, les pays fassent preuve de précaution. Oui, on peut évidemment comprendre qu'on fasse preuve de précaution. Le tout est de savoir si tout ça sert à quelque chose. Le vaccin, il ne va pas s'arrêter à la frontière. Vous avez un visa, pardon, le vaccin, le virus. Si, Le virus, Vous il est avez porté un par des visa, individus quand même, Alain. Ouais, mais ça passe. Il est porté par des individus, mais des transfrontaliers, il y en a de toute façon, vous savez. Il y a des camions qui passent, il y a des travailleurs transfrontaliers. Je veux dire, on ne ferme pas les frontières comme ça. On peut le faire sur une île comme la Nouvelle-Zélande, on y arrive. Mais je pense qu'entre la France et l'Allemagne, vous savez, regardez ce qu'on a fait avec le variant anglais. Dès qu'il est apparu, on a vraiment bloqué la frontière avec l'Angleterre pendant 3-4 jours. Si, au bout de 5-6 jours. Si, même la France. Si, c'était devenu... Oui. C'est encore. Et ça n'a servi à rien. À rien du tout. Ça sert à rien. Alors, c'est des gestes peut-être plus politiques que vraiment sanitaires. Enfin, je ne suis pas spécialiste, j'en sais rien. Peut-être qu'après tout, ça sert un peu à quelque chose. Mais enfin, ça ne me paraît pas très évident. Laure Simoes, les dessins de presse sur ces questions de vaccination et plus généralement liées au coronavirus. Oui, mais sur les questions de vaccination, je vous les ai montrées tout à l'heure. Pour en revenir peut-être justement à l'Allemagne qui a fermé quelques-unes de ses frontières, un premier dessin du dessinateur mexicain Rodriguez, bienvenue en Allemagne, mais pas pour tout le monde. Donc la fermeture des frontières, en tout cas, c'est pas une préconisation de l'OMS jusqu'à présent. Et puis j'aime beaucoup ce dessin de Millon, dessinateur français. Je trouve super. Covid, l'Allemagne ferme ses frontières. Et si on avait eu le Covid en 40, disent ces petits pépés français qui auraient bien aimé être malades dans ce temps-là pour éviter que les Allemands passent la frontière et occupent la France. Je le trouve très, très savoureux, cette espèce de rapprochement des époques. Et puis pour terminer, on parle aussi du passeport de vaccination, vous le savez. Donc là, on a ce dessin du dessinateur belge Pierre Kroll pour Le Soir. Voilà, sur la question de ce passeport de vaccination. Ça semble être surtout une solution voulue par les pays qui vivent du tourisme, hein, notamment les pays du sud de l'Europe et qui accueillent des étrangers. Sur Mars, c'est déjà une mesure en vigueur avec le monde qui est en train de débarquer en ce moment. On a ce petit martien qui dit « ça vient de la Terre », oui, et puis l'autre qui dit « vous avez votre carnet de vaccination Covid, s'il vous plaît », parce que voilà. Ça vaut pour le planétaire et puis peut-être pour
l'au-delà. Dans un futur proche, peut-être, oui. Cette semaine, enfin, le débat sur le séparatisme islamiste voulu par le gouvernement ici en France a donné lieu à des échanges plutôt feutrés à l'Assemblée avec l'adoption sans surprise du projet de loi confortant les principes républicains en première lecture. Beaucoup plus musclés, en revanche, dans les cercles académiques et l'arène politique après les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, réclamant au CNRS une enquête sur une possible dérive islamo-gauchiste dans les universités. Écoutez. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Sarah Daniel, dérapage ou vrai débat ? Moi, je vous dirais que c'est un vrai débat. Je sais que je suis assez singulière quand je dis ça. On a rappelé évidemment que ça a été une maladresse. D'abord, on ne peut pas diligenter une police politique à l'intérieur de l'université. On ne va pas mettre Certains parlent de macartisme au sein de l'université. Oui, mais enfin, le macartisme, il est dans les deux sens. Donc, en tout cas, c'est une erreur et surtout, ça ne servira à rien. On peut pas... voilà, et c'est en plus pas au CNRS qui pourrait être lui-même taxé d'islamo-gauchisme qui va diligenter cette enquête. Une fois que ça s'est mis, que la question de la maladresse du ministre de la Recherche est mise de côté, il faut dire qu'on a une vraie question sur l'islam politique. Je ne sais pas si c'est l'islamo-gauchisme, mais l'islam politique, en effet, est en train d'essayer de prendre vraiment pied dans la société, on l'a vu. Alors, il faut maintenant que les débats soient posés, que les choses soient dites. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et alors, à l'université, il faut que tous les courants puissent s'exprimer. Mais le problème, c'est que souvent, les courants qui sont universalistes ne peuvent pas s'exprimer. C'est peut-être là où il faut faire attention. Si on veut que ça soit un lieu, en effet, de recherche ouvert, eh bien, il faut faire attention, par exemple, que... mon camarade Bernard Rougier ou Gilles Kepel. Bernard Rougier, je vous rappelle, ses analyses et ses recherches ont dû être financées par l'Île-de-France parce qu'il ne trouvait pas de financement à l'intérieur de l'université. Donc voilà, il faut dire ça. Et ça m'a un peu agacé de voir le président du Parti socialiste, Olivier Faure, dire oui, l'islamo-gauchisme, c'est une notion d'extrême droite. D'abord, ce n'est pas une notion d'extrême droite, c'est une notion qui vient de Pierre-André Taguieff, qui, je crois, est un chevènementiste. Donc, bon, et voilà. Et donc, c'est très clair ce que c'est. C'est pas, alors, ils disent que ce n'est pas une notion scientifique, mais il ne s'agit pas que ça soit une notion scientifique. Il s'agit de dire que voilà, c'est une alliance à un moment entre l'islam politique et une fraction de la gauche extrême qui pense que voilà, il faut faire lien et corps pour mettre à bas une société libérale et dont la pensée est gangrénée par le colonialisme et renverser finalement la société. Alain de Chalvron, sectarisme, limite de la cancel culture, comme on dit. Y a-t-il une complaisance en fait de la gauche ou d'une partie de la gauche avec l'islam politique ? Mais qu'est-ce que c'est l'islam politique ? C'est ça la question. Tout à l'heure, Sarah Daniel a parlé d'islam politique comme si ça existait. Mais c'est quoi ? C'est Daesh ? Les frères musulmans, par exemple, qui portent ce projet ? C'est quoi ? Dites-moi, moi, je ne vois pas en France d'islam politique. Je vois des islamistes qui sont, disons, très extrémistes, pro-Daesh, etc. Je vois des courants plus modérés de la part de musulmans, mais un islam politique, comme si c'était un tout, comme si c'était quelque chose qui existait vraiment, non, je ne vois pas beaucoup. Et pourquoi islamo-gauche ? Attendez, laissez-moi terminer. Et qu'est-ce que c'est islamo-gauchisme ? Les islamistes sont gauchistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que vous avez des gens de gauche qui soutiennent un État palestinien. Enfin, tout ça me paraît de la bouillie pour chat et par-dessus le marché extrêmement malvenu dans ce contexte de Covid où les étudiants ont besoin d'autre chose que d'islamo-gauchisme.
Sarah Daniel, vous répondez mais très rapidement et puis Ziad Limam prendra la parole. Est-ce qu'on peut lever un moment l'hypothèque de les étudiants? Évidemment, ils sont dans une situation catastrophique. Il y a eu un suicide récemment à Nanterre. Il faut adresser cette question, mais est-ce qu'on peut découpler la chose? C'est vraiment, vous reprenez les choses politiques que disent les... Ça n'a rien à voir, c'est deux sujets différents. Il faut les adresser tous les deux. L'islam politique, excusez-moi, moi, ça fait 20 ans que je m'y intéresse, donc peut-être, évidemment, j'ai un petit prisme. Sensibilité, en tout cas, sur le sujet. Oui, et en tout cas, je l'ai vu arriver depuis très longtemps, et notamment quand j'étais en Irak, on voit que la France, en plus, est particulièrement visée. C'est tout un mouvement, une nébuleuse d'associations, pour ne pas le nommer le CCIF, avec tout ce dispositif sur l'islamophobie. Émanation des frères musulmans en France, faut le dire, voilà. Émanation des frères musulmans, et voilà. Dont le projet est clairement politique. C'est quelque chose de bien séparé de Daesh, donc on peut pas juste dire, ah ben voilà, on dit que la gauche soutient Daesh. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ziad Limam vous répond. Est-ce qu'il y a un sujet ou pas, tout simplement? Moi, j'aime pas la manière dont le débat est posé. D'abord, je crois pas qu'il y ait un lien aussi stupéfiant entre les islamismes politiques et les ultra-gauches en France. C'est peut-être tactique, mais c'est certainement pas sur le fond. Je trouve que c'est une manière aussi de ratatiner un certain nombre de sujets qu'un certain radicalisme porte, comme le débat colonial. Je pense que c'est un discours qu'on peut avoir. Je pense que les minorités en France, c'est une discussion qu'on peut avoir, et que c'est pas forcément tout de suite dans cette espèce de paquet qu'on a appelé l'islamo-gauchisme. Moi, ce qui me dérange beaucoup, je suis d'accord avec, il faut pas être naïf, je suis d'accord avec Sarah, il y a un islam militant, revendicatif, politique qui s'installe dans les mairies, dans les associations, etc., etc. Mais comme dans les pays où il y a des majorités musulmanes, c'est très difficile de faire le tri entre ceux qui sont prêts à jouer le jeu, ceux qui sont anti-système, ceux qui sont prêts à jouer le jeu de la République. Il y a des maires musulmans en France. Enfin, il y a eu une espèce de polémique surréaliste à travers. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est de raccourcir le débat. Il y a un problème de l'islam, des islams politiques en France. Il y a de l'entrisme dans certains endroits. Il y a probablement de l'entrisme à la fac, mais je ne vois absolument pas une espèce d'organisation commencer à dire qu'est-ce qu'est de l'entrisme, qu'est-ce qui n'est pas de l'entrisme. Et je trouve que tout ça aussi, arrivant à un an d'une élection, excusez-moi, moi je ne peux pas m'empêcher d'être un peu sceptique, de sortir ces grands textes sur le séparatisme, on a vu que des mesures très symboliques comme les certificats de virginité, on voit des médecins qui ne sont pas des islamistes, qui disent « attention ». C'est compliqué, ça va être difficile à mettre en place. Soyons prudents, il vaut mieux s'occuper des gens plutôt que de les exclure. Je trouve que Qu'est-ce qui va être difficile à mettre en place, les certificats de... Parce qu'il y a des médecins qui disent qu'il y a des filles qui sont en danger. Et ce n'est pas des médecins islamistes. Ouais, d'accord, mais enfin là, on peut quand même faire appliquer les lois de la République. Oui. On peut dire qu'on demande aux médecins de ne pas donner... On ne dit pas de céder au chantage, on dit qu'il y a des... féministe, je ne sais pas... Moi, je ne suis pas masculiniste. Non, je dis en tant que féministe, toi, je dis juste que des médecins... Tu peux quand même pas dire... Des médecins, j'ai pas dit... interdire les certificats de virginité. Des médecins disent, attention, ça peut mener à des systèmes d'exclusion. On arrive au terme de l'émission. Laure Simoes, vous avez un dessin à nous montrer. Oui, vaste débat, très compliqué débat. Mais alors voilà, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, un dessin de Chenu pour Ouest France, on a effectivement ce sentiment quand même un peu absurde que la ministre a joué la diversion quand la priorité est franchement un peu ailleurs. Islamo-gauchiste, demande ce journaliste, cet étudiant un petit peu chevelu et barbu au sortir de l'université. Ben non, j'ai juste plus un rond pour me payer un rasoir. En ce moment, ce qui gangrène l'université, c'est surtout la détresse, le décrochage et la précarité des étudiants, ce qui n'interdit pas de se poser des questions de fond sur les sciences sociales, etc. etc. Merci Laure Simoes, merci à Sarah Daniel, à Alain de Chalvron et à Ziad Limam. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Restez avec nous. Un journal dans 8 minutes sur France 24.